Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire Comment transformer l'expérience usagée et engager les citoyens sur le territoire. Alors, nous sommes ensemble pour 45 minutes. Laissez-moi, avant de démarrer sur le sujet, donc prendre une minute pour vous montrer sur votre écran deux onglets. En haut à droite de votre écran, vous avez le chat. C'est important, c'est vraiment l'occasion pour vous de nous adresser vos questions tout au long de cette session et on prendra le temps avec vous de répondre aux questions, en tout cas un maximum d'entre elles selon le temps que nous aurons avec vous. Et ensuite le sondage où nous vous adresserons des questions le long de la session pour prendre avec vous un peu le pouls, un état des lieux et partager avec l'ensemble des participants. Alors ceci étant dit, donc permettez-moi, merci d'être avec nous. Donc permettez-moi de me présenter. Donc Sabrina Sauvan d'Orange Business Services et je suis accompagnée cet après-midi pour partager avec vous tous et toutes sur ce sujet de Guillaume Caline de Kantar Public qui mettra en perspective la question et justement nous partagera finalement les attentes exprimées par les citoyens. Paul-Émile Chiffre d'Orange Business Services qui vous donnera notre expérience, notre vision des actions, des démarches justement actuelles en matière de gestion de la relation citoyen et Olivier Déolas qui nous amènera sur l'enjeu de l'engagement justement à travers la participation citoyenne. Et Antoine Bézard, consultant spécialisé les budgets participatifs, et lui, nous partagerons les dispositifs et les enjeux dans la mise en œuvre de la participation citoyenne. Et nous serons également, et nous sommes ravis de l'être, même si c'est en différé, nous serons accompagnés par la ville de Louviers. Monsieur le maire, François-Xavier Priolo, sera avec nous à travers un entretien qu'on a enregistré avec lui et son équipe, avec Madame Bouchalet, qui témoignera d'un projet original et qui nous apporte justement un point de vue très concret d'une ville sur cette question. Pour démarrer, je vous propose de donner la parole immédiatement à Guillaume, qui nous partage donc les attentes aujourd'hui exprimées des citoyens. Tout à fait. Bonjour à tous. Merci Sabrina. Je suis ravi d'être ici pour effectivement donner le point de vue des Français finalement sur ces questions sur lesquelles porte le webinaire aujourd'hui, sur les moyens de transformer la relation usagée et engager les citoyens sur le territoire. Je vais partager mon document. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez le voir dès maintenant. Oui. Voilà, parfait. Parce qu'effectivement, les usagers, ils expriment des attentes de plus en plus fortes en termes de relations usagées. Et dans le même temps, il y a une volonté qui s'exprime de la part d'une partie de la population aussi de davantage participer aux décisions qui les concernent sur leur territoire. Et c'est une double demande qui n'est pas toujours facile de satisfaire pour les collectivités locales. À Kantar Public, en tant que cabinet d'études spécialisé sur la compréhension des opinions, justement pour les acteurs publics, on travaille évidemment au quotidien sur ces sujets-là. Il y a quelques éléments d'opinion, un peu éléments de cadrage que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, en commençant d'abord aujourd'hui sur comment les Français envisagent les services publics, en faisant un focus particulier sur la demande de proximité, une dimension qui est particulièrement importante pour les collectivités locales. Et je détaillerai ensuite la question justement de cette demande de participation à l'action publique et comment y répondre. Nous commençons d'abord par un premier élément un peu général sur la satisfaction quant aux services publics en France. On sait qu'il s'agit d'un point important finalement de l'identité française, cette question des services publics, et qui fait l'objet de nombreux débats. Et de manière générale, comme vous le voyez, finalement les Français ils se montrent assez partagés sur ce sujet, sur la satisfaction à l'égard des services publics aujourd'hui en France. D'après une récente enquête qu'on a réalisée pour la Commission européenne, 52% des Français jugent bonne la fourniture des services publics dans le pays, contre 43% mauvaise, qui situe la France dans la moyenne européenne que vous voyez ci-dessous. Mais cette moyenne européenne, elle cache en réalité des grandes disparités avec des pays, notamment au nord de l'Europe, où la satisfaction est très élevée, comme les Pays-Bas, la Suède ou l'Allemagne, comme vous le voyez, où la satisfaction est forte.
et des pays où elle est bien plus faible, l'Italie et aussi un certain nombre de pays d'Europe de l'Est. Et quand on s'intéresse aux attentes que les Français expriment à l'égard des services publics, on sait qu'elles sont nombreuses. Il y a cette question de la réactivité, il y a la question de la performance, de la qualité du service aussi, l'enjeu de dématérialisation et aussi, en même temps que cet enjeu de dématérialisation, celle de pouvoir garder une certaine proximité, un certain contact humain. Et par rapport à cette question de proximité, cette forte demande de proximité, je voudrais partager quelques chiffres d'une enquête qu'on a réalisée l'an dernier avec l'Institut Paul Delouvrier pour l'Agence nationale de la cohésion des territoires, pour savoir si les Français estimaient qu'il y avait suffisamment de services publics là où ils vivaient, dans leur commune. Et là, vous le voyez, et c'est un premier chiffre plutôt positif, qu'on a une majorité des Français qui considèrent qu'il y a suffisamment de services publics dans leur commune. Mais ce chiffre, il cache en réalité une grande différence de situation entre des communes denses, les communes aussi de la région parisienne, où les habitants se montrent largement positifs, et des communes moins denses, les communes rurales, où là, on note qu'on a une minorité seulement des Français qui sont satisfaits du nombre de services publics dans leur commune. Et puis au-delà, en fait, même quand on s'intéresse au global, on note qu'il y a finalement plus d'un tiers des Français qui estiment que le nombre de services publics est insuffisant dans leur commune et qu'il y a donc une demande, une forte demande là-dessus, d'autant plus que quand on demande en évolution aux Français, quand on leur demande s'ils ont le sentiment que le nombre de services publics dans leur commune a augmenté ou baissé dans les dernières années, on voit qu'on a quasiment la moitié des Français qui estiment que la présence des services publics dans leur commune a baissé au cours de ces dernières années, contre 7% seulement qu'elle a augmenté et 49% qu'elle est restée stable. Et ce sont des chiffres qui, évidemment, font écho au sentiment de délaissement de certains territoires qui a pu s'exprimer notamment lors de la crise des Gilets jaunes ou du grand débat. Ensuite, j'aimerais maintenant m'attarder un petit peu davantage sur cette question de l'attente de participation de la part des citoyens par rapport aux décisions qui les concernent et qui concernent le territoire et qui s'adressent évidemment directement aux responsables locaux. Et d'abord, comment interpréter finalement cette demande de participation dans le contexte plus global du fonctionnement démocratique de notre pays? Puisqu'il y a un certain nombre d'indicateurs, et vous les connaissez, qui semblent indiquer un éloignement des Français à l'égard du politique. Par exemple, le recul de la participation électorale ces dernières années. Vous avez ici les différences de taux de participation au premier tour des élections présidentielles, municipales, régionales entre les avant-derniers et les derniers scrutins. Et là, vous voyez qu'il y a, même si la présidentielle reste un petit peu préservée, un recul très important de la participation lors des derniers scrutins, qui ne s'explique pas uniquement par le Covid. Et pour autant, cette prise de distance à l'égard des élections, et on le voit dans les enquêtes qu'on peut réaliser, elle ne traduit pas vraiment un désintérêt de la part des Français par rapport aux politiques ou par rapport à la chose publique, mais plutôt une insatisfaction quant au fonctionnement démocratique aujourd'hui chez une partie de la population. Vous avez les résultats d'une enquête qu'on a conduite récemment. On a plus seulement la moitié des Français qui se disent satisfaits de la manière dont fonctionne aujourd'hui la démocratie en France, contre 47% qui ne s'en disent pas satisfaits. Et par rapport à ce désenchantement finalement d'une partie de la population par rapport au fonctionnement politique aujourd'hui, on note qu'il y a une attente de davantage d'écoute, une attente forte de davantage d'écoute, une exigence qui s'accentue et qu'on mesure d'ailleurs beaucoup à travers plusieurs indicateurs. Ici, vous avez les résultats d'une enquête qu'on a réalisée pour la Fédération des PEP il y a un an sur la société inclusive. Et on note que le fait justement d'inclure davantage les Français dans les décisions qui les concernent constitue une attente forte des Français. Vous voyez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On est sur des niveaux importants. 86% des Français, par exemple, pensent qu'il est prioritaire ou important de veiller à ce que chacun puisse donner son avis, participer ou s'engager dans la vie publique. 82% qui pensent qu'il est important de rendre accessible la participation citoyenne à tous. Et 80% qui pensent aussi qu'il est important de co-construire les politiques publiques avec les personnes concernées afin que, justement, ces politiques publiques correspondent davantage à leurs besoins. Et sur ces différents éléments, vous voyez également qu'on a environ un quart des Français que cela est prioritaire. Et c'est d'ailleurs, c'est intéressant de le noter, particulièrement le cas chez les plus jeunes, chez les moins de 25 ans. Et toujours selon cette même enquête, on note que les attentes sont fortes de la part des citoyens en matière d'expression, en particulier au niveau local.
on voit par exemple que 84% des Français pensent qu'il est utile ou indispensable de développer les modes d'information et d'expression directe des citoyens au niveau des communes ou au niveau des agglomérations, 83% au niveau de la région, 81% au niveau national. Quand on s'éloigne du quotidien direct des citoyens, donc par exemple quand on parle du niveau européen, on voit que la demande est un petit peu moins forte, mais on note qu'il y a vraiment dans les attentes une demande de pouvoir donner son avis, et s'exprimer et être écouté au niveau local. Alors voilà pour les attentes, mais finalement, qu'en est-il des comportements réels? Eh bien, on a eu une enquête récente également qu'on a réalisée pour le Parlement européen qui nous permet justement d'avoir certains éléments sur cette appétence des Français par rapport aux consultations et aux différents modes d'expression de leur opinion au niveau local. On a demandé aux Français s'ils savaient si leur commune avait organisé des consultations publiques lors de l'année écoulée, s'ils y avaient participé. Et on voit que là, il y a 17% des Français donc près d'un Français sur 5 qui dit avoir participé à une consultation, à une forme de consultation dans leur commune au cours de l'année écoulée. C'est une proportion qui augmente avec l'âge. Les plus de 55 ans sont plus nombreux à dire y avoir participé et qui diminue en fonction de la taille de la ville. Plus la ville est grande, moins les habitants disent y avoir participé. On a 33% des Français qui n'y ont pas participé, mais qui disent en avoir entendu parler, et 41% qui, à leur connaissance, enfin, qui n'ont pas eu connaissance dans leur commune de ce type de consultation. Et signe encourageant, les personnes qui ont entendu parler de ce type d'initiative, eh bien, les jugent très largement utiles. Ils sont 65% à le penser, 19% qui jugent d'ailleurs cela très utile. Et quand on regarde de manière un petit peu plus qualitative ce que les Français pensent de ces consultations publiques, on note deux éléments importants. D'abord, en positif, c'est un bon moyen, d'après les Français, de pouvoir de donner aux citoyens l'occasion de faire entendre leur voix, de donner leur avis, leur opinion. Mais au-delà de l'expression de l'opinion, c'est aussi pour les Français, ce type de consultation, un moyen de les informer, tout simplement, sur les différents problèmes et enjeux locaux en cours et de les informer d'une manière aussi plus engageante. En revanche, et c'est un élément qu'on retrouve assez souvent exprimé à la fois chez certaines personnes qui ont pu participer à ces initiatives, mais aussi ceux qui n'y participent pas, et ça constitue aussi un frein à cette participation, c'est le soupçon souvent que les résultats de ces consultations ne vont pas vraiment être pris en compte. C'est-à-dire que l'avis exprimé par les citoyens ne va pas être retenu et ne va pas vraiment influencer sur la décision. Et une autre critique un petit peu liée est le fait que ce sont souvent des consultations de façade pour la communication et qu'en réalité, c'est une fausse démarche d'écoute, traduisant là aussi une certaine défiance. Et il y a du coup la nécessité pour les organisateurs de ces consultations de vraiment montrer l'impact de ces consultations sur la décision. Et du côté des élus et des organisateurs, les enquêtes qu'on peut réaliser, ou nous-mêmes à Kantar, quand on accompagne les élus sur ces sujets-là, on voit qu'il y a une difficulté qui ressort souvent, c'est celle de faire participer certaines catégories de la population à ces décisions, avec la crainte souvent, c'est toujours les mêmes qui participent à ces consultations et que certaines catégories, et notamment les jeunes, n'y participent pas. Et par rapport à ça, et je voudrais conclure d'ailleurs avec ceci, sur les moyens justement de faire davantage participer certaines catégories de la population à ces initiatives. Et le numérique, effectivement, peut avoir un rôle là-dessus. On a demandé aux Français l'an dernier s'ils pensaient que le développement d'Internet et des réseaux sociaux avait permis aux citoyens de participer davantage à la décision publique. Et vous voyez ici, aussi les résultats sont assez partagés, on a 44% des Français qui pensent que c'est le cas. Donc, assez partagé, mais on peut voir le verre à moitié plein en se disant que c'est un constat à date et qu'il y a encore moyen dans les années à venir de convaincre les Français que Internet peut leur permettre de participer davantage à la décision publique. Et également le fait que chez les moins de 25 ans, on a 70% 70% de ces jeunes qui pensent que le développement d'Internet peut leur permettre de participer à la décision publique. Donc ça peut être une manière aussi de les engager. Je conclurai donc par ceci, avant de redonner la parole à Sabrina, c'est que finalement, le numérique, s'il est bien utilisé, par exemple à travers des consultations en ligne, par exemple à travers des budgets participatifs, et donc que ces modes de consultation finalement s'adaptent aux modes de vie et aux usages des citoyens, eh ben ça
c'est un levier pour les faire participer davantage à la décision publique et du coup de répondre à cette demande dont je vous ai montré à quel point elle était partagée par les Français. Et donc, je vous remercie pour votre attention et je vous redonne la parole, Sabrina. Merci, merci Guillaume. Donc effectivement, hein, le point de départ et ce qui donne le cadre hein, sur la question qu'on aborde avec vous aujourd'hui, c'est effectivement l'attente exprimée par les citoyens hein, en matière de dispositifs à mettre en œuvre, d'actions engagées. Donc c'est important de mettre en perspective le sujet avec vous et vous tous et de réexprimer quelles sont ces attentes aujourd'hui à l'égard de la qualité et de la fourniture de services publics et de cette thématique et de cet enjeu d'engagement. Donc, justement, après cette mise en perspective des attentes des citoyens, on aimerait aussi démarrer avec vous et c'est-à-dire mettre en perspective aussi cet après-midi tous ensemble où nous en sommes et où vous en êtes quelque part hein, sur la problématique de la transformation de la relation avec les citoyens, avec les usagers. Donc, quels sont actuellement vos principaux enjeux en termes de relations usagers? Alors, j'ai évoqué en introduction que vous aviez à droite les sondages. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, qui m'ont pas entendu et qui nous rejoignent avec un petit peu de retard, donc à droite de votre écran, vous avez un onglet sondage. Nous l'avons lancé et je vous invite à nous partager, eh bien justement votre attente quelque part à l'égard du sujet et quelle est la problématique ou les problématiques, quelles sont les problématiques principales au sein de votre territoire. Alors, on vous laisse un petit peu de temps pour adresser le sujet, hein, sachant que on a ici listé 4 points, hein, traiter efficacement les demandes des citoyens ou les dématérialiser mes services ou améliorer mes moyens de contact et encore, finalement, former et outiller les agents de la collectivité, sachant que n'hésitez pas dans le chat, si vous le souhaitez, à compléter en exprimant d'autres problématiques qu'on n'aurait pas listées ou adressées dans ce court sondage. Alors, on voit finalement, et j'ai envie de dire, c'est presque rassurant hein, au fur et à mesure que s'affichent les résultats, en fait, que tous les enjeux, quelque part cités ici, nous préoccupent, vous préoccupent, hein, je dirais. Et c'est bien, et je laisserai la parole à Paul-Émile dans une minute, c'est bien effectivement une approche globale qui consiste et qu'il faut mettre en œuvre, ou en tout cas, la question et l'enjeu de la relation avec les usagers s'adresse effectivement globalement. Et je vais laisser Paul-Émile nous partager ce que l'on observe, nous, hein, et comment on accompagne, quelles sont les démarches et les actions mises en œuvre pour améliorer sa relation avec les usagers et les citoyens. À toi, Paul-Émile. Merci Sabrina, bonjour à tous. Je te propose de passer à la slide d'après. Je vais partager avec vous quelques réflexions sur la relation citoyenne et sur des façons qui sont bien évidemment pas exhaustives de répondre à ces attentes. Tout d'abord, je souhaitais partager avec vous quelques défis de la transformation de la relation citoyenne dans un contexte où nos outils sont parfois obsolètes, nos organisations très souvent silotées et les données usagées par nature fragmentées. Nous avons identifié 4 défis, 3 à destination des usagers et 1 au bénéfice des agents publics. Le premier défi que l'on a identifié est celui de la disponibilité des services publics et disponibilité de l'information afin de concrétiser la devise « dites-le nous une fois » et pour que plus aucune requête ne reste lettre morte. À cet enjeu de disponibilité s'associe un autre qui est de fluidité et de simplification des échanges qu'ont les concitoyens
avec les services publics, afin de finalement leur donner des moyens d'interagir autrement que par le canal physique, mais de s'ouvrir sur d'autres médias et en ce sens simplifier leur approche, puisque on est parti sur un constat que un de nos concitoyens sur quatre trouvait complexe les démarches qu'il avait avec l'administration lorsqu'il devait émettre une requête et la mener à son terme. Le troisième point, qui est un point très important et que l'on retrouve dans beaucoup de relations, c'est celui de la reconnaissance et de la connaissance de l'usager. De la reconnaissance, pourquoi? Pour traiter de manière personnalisée les requêtes qu'il va nous émettre, et la connaissance qui, elle, va être plutôt en jeu lorsque l'on va devoir renouveler des prestations dont il bénéficie, que ce soit tout simplement une carte d'identité ou une allocation, où l'usager est dans l'attente qu'on le prévienne d'une échéance proche et des modalités qu'il doit entamer pour y répondre. Enfin, il y a le quatrième défi, et qui est un défi qui est colossal, puisqu'ils sont à la fois le cœur et l'ADN de la relation citoyenne. Ce sont les agents publics pour lesquels il faut simplifier l'environnement de travail pour leur donner toute cette efficacité, cette efficience qui leur amènera je dirais, la sérénité qui est nécessaire à toute relation citoyenne posée et aussi pertinente. Je te propose, Sabrina, de passer aux pistes d'amélioration. Nous avons listé ici, pour répondre à ces défis, bien évidemment de manière parcellaire, on n'a pas vocation à être exhaustif, on pourrait passer des heures sur chacune des pistes possibles, mais on a essayé, au titre de notre expérience sur les appels d'offres dans lesquels vous nous sollicitez, mais aussi sur notre expérience globale de la relation client et citoyen, d'identifier quelques pistes nécessaires pour apporter des réponses à ces défis qui sont posés. Une première piste est celle de mettre en place un numéro unique pour donner accès à tous vos services et ainsi porter la promesse d'une résolution de la demande dès la première interaction. Cette première piste doit s'associer de deux autres points qui sont cruciaux, qui est la simplification du parcours et de l'ergonomie des serveurs vocaux interactifs que vous connaissez tous et qui doivent nous amener à une bonne et juste qualification de la demande du concitoyen pour y apporter bien évidemment la meilleure des réponses, parfois aidés en ce sens par des outils d'intelligence artificielle que peuvent être des callbots ou des chatbots. Une autre piste fondamentale qu'il faut toujours avoir à l'esprit, c'est celle d'un parcours usager modélisé dans lequel les demandes de nos concitoyens vont être orientées vers le bon service et vers l'agent disponible qui va pouvoir apporter avec toute sa pertinence la meilleure réponse aux requêtes qui sont formulées. Pertinence qui sera renforcée par, je dirais, l'intégration de ces outils de distribution avec toute la base de connaissances disséminée de l'information sur les usagers dont vous disposez, qui peut se trouver dans des bases de connaissances sur les processus de traitement des démarches administratives, qui peuvent également se trouver dans tous vos outils de GRU ou également au sein des applications citoyennes. Vous pouvez mettre à profit ce dispositif pour développer une autre piste qui est l'assistance aux démarches en ligne. On se rend compte effectivement que vous avez mis beaucoup d'efforts pour développer sur des portails web des services dématérialisés, mais que malheureusement, parfois, nos concitoyens n'arrivent pas à aller au terme d'une démarche qui pour autant est de grande valeur pour eux. Et vous pouvez aussi profiter de ces moyens mis à distance pour accompagner par des outils de partage d'écran, mais aussi de prise en main des postes à distance pour aider nos concitoyens à finaliser ces démarches. Une autre piste est de profiter des nouveaux outils de relations citoyennes pour rapprocher vos organisations, rapprocher les services, rapprocher des sites géographiquement éloignés, mais aussi faire que les agents publics en situation de télétravail se retrouvent dans les mêmes dispositions et avec les mêmes outils pour répondre à la demande de nos concitoyens. Et enfin, je conclus toujours par eux, il faut valoriser le métier des chargés d'accueil public en leur donnant des outils d'aide fondamentaux à l'exercice de leur mission, que ce soit des outils, donc, comme on a déjà évoqué, des outils de base de connaissances, des outils de scripting qui vont permettre de les accompagner lors des interactions avec les citoyens, des outils
d'évaluation continue des formations dont ils doivent bénéficier pour toujours être, je dirais, au niveau d'excellence dans la relation publique, mais également de planification tout bêtement de leur activité pour qu'ils sachent quand ils doivent faire de l'accueil physique, quand ils doivent faire de l'accueil à distance, quand ils doivent aller en formation ou participer à d'autres missions dans le cadre de leur poste. Quelle est la démarche que l'on peut donc apporter pour répondre à ces pistes? Bien évidemment, l'ensemble des dispositifs que nous allons vous présenter ici n'ont pas vocation à être forcément tous mis en place. Je vais en détacher un qui est fondamental. C'est l'accompagnement au changement qui est crucial et qui doit prévaloir, quels que soient les dispositifs que vous allez mettre en place. L'accompagnement au changement doit être d'abord pensé en amont de la mise en place de vos outils, pour à la fois déterminer la cible que vous souhaitez atteindre, fédérer les acteurs, qu'ils soient administratifs ou politiques, mais également donc déterminer les bons outils que vous allez mettre en place, ainsi que les jalons qui vont vous amener à la cible de relations citoyennes que vous avez choisie. En aval, bien évidemment, il faudra toujours informer et former les acteurs qui vont être porteurs de cette nouvelle mission de relations citoyennes. Il y a un rôle qui est parfois sous-estimé et pas suffisamment développé, et que lui, il faut développer tout au long du cycle de la conduite du changement, c'est l'identification au sein de vos organisations de ce que j'appelle des champions. Des champions qui vont être à la fois les catalyseurs, les promoteurs et les relais de cette relation citoyenne auprès de vos services et de leurs collègues. Ils ont un rôle fondamental et sont souvent la clé de voûte du succès. Ensuite, une fois qu'on a géré cette conduite du changement qui est de toute façon impérative, on doit mettre en place des outils. Le premier d'entre eux, ce sont les outils de la gestion de l'omnicanalité des interactions, ou autrement dit, dans mon jargon quotidien, des centres de contact multicanaux qui gèrent de la voix, des mails, du chat, des réseaux sociaux et éventuellement de la visio comme on le fait aujourd'hui, pour gérer de manière unifiée l'ensemble des interactions que vous allez avoir avec vos concitoyens. Ces outils sont essentiels, mais ils ont un pendant qu'il ne faut pas omettre, c'est que vous avez des spécificités. Vos spécificités, c'est la donnée que vous gérez à la fois sur vos métiers et sur les concitoyens auxquels vous rendez des services. Et il faut toujours unifier dans un seul et même environnement de travail à la fois les outils de gestion des canaux numériques et vos outils de base de connaissances ou autres GRU pour donner une vision 360, ou autrement dit une vision exhaustive des profils des usagers, ainsi que de l'historique des interactions que vous avez eues avec eux par le passé. De manière optionnelle, vous pouvez, si c'est pertinent par rapport au service public que vous dispensez, intégrer des moyens de paiement sur le canal vocal pour permettre, je dirais, la clôture d'une interaction en une seule transaction. C'est possible, ce n'est pas nécessaire, et encore une fois, cela dépend des services que vous rendez aux usagers. Vous pouvez également profiter du projet de transformation de la relation citoyenne pour augmenter les dispositifs des services publics grâce à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est ce que l'on appelle, vous savez, les callbots, c'est-à-dire les SVI intelligents, et les chatbots, c'est-à-dire les chats intelligents qui interagissent avec un usager sans l'aide d'aucun humain. Pourquoi ils peuvent être utiles? Parce qu'ils peuvent seconder en cas de pic d'activité pendant les heures ouvrées vos agents, mais ils peuvent aussi, en dehors de ces heures, y suppléer et donc de ce fait rendre votre relation citoyenne H24, si je peux me permettre l'image. Et enfin, toujours eux, puisque ce sont eux qui sont fondamentaux, ce sont vos collaborateurs, il faut les aider à assurer et assumer leur mission avec, je dirais, la plus grande sérénité, je répète ce terme, en mettant en place donc des outils d'aide, comme j'ai déjà dit, des bases de connaissances, des outils d'aide scripting, mais également des outils de planification de leur formation, des outils de planification de leur activité et tout autre dispositif qui pourra les accompagner et les aider dans leur démarche. Tous ces systèmes techniques que je viens de citer, et effectivement qui peuvent paraître rébarbatifs, ne doivent avoir qu'un seul objectif et une seule finalité, c'est celui de développer votre collectif au bénéfice de sa performance. Je suis arrivé au terme de mon exposé et je vous remercie pour votre écoute et je serai bien évidemment ravi de répondre à vos questions le moment venu au cours de ce webinaire. Merci beaucoup, Paul-Émile. Je vous propose de poursuivre notre session
en allant directement au sein d'une ville avec justement le témoignage de François-Xavier Priolo, le maire de la ville de Louviers, que nous avons accompagné. Alors, pas immédiatement sur tout de suite les problématiques que vient d'évoquer à l'instant Paul-Émile. Vous allez le découvrir, je vais le laisser, il en parle bien mieux que moi. Je vais le laisser vous présenter son projet, son enjeu. Et c'est vrai qu'on a démarré cette session sur l'enjeu de la satisfaction et maintenant on veut vous amener effectivement tous ensemble sur l'enjeu de l'engagement également. Je vous propose d'écouter sur ce sujet la ville de Louviers. J'aimelouviers.fr, c'est le nouveau site des habitants de la ville de Louviers et c'est le fruit d'une initiative très originale entre la ville de Louviers et Orange dans le cadre du programme Action Cœur de Ville. Nous avons souhaité, avec Orange, inventer quelque chose qui n'existe pas et qui va permettre aux habitants de saisir toutes les opportunités dans leur vie. Cette plateforme Internet, nous l'avons conçue autour de 3 grands piliers. Un pilier d'entraide et de service entre les habitants qui va permettre de mettre en lien directement les habitants les uns avec les autres, soit pour proposer un service, par exemple du soutien scolaire pour quelqu'un qui aurait des difficultés à l'école, ou bien faire les courses d'une personne âgée qui aurait des difficultés pour se déplacer, ou bien garder un animal de compagnie pendant les vacances. Bref, tous ces services du quotidien qui remettent de l'humain au cœur de la ville. Le deuxième volet de ce site internet des habitants, j'aimelouviers.fr, eh bien, il va consister à mettre en avant tout ce qui se passe dans la ville, sortir à Louviers, à la fois en mettant en valeur des initiatives des associations, du monde culturel, sportif, mais également de tout ce que font les commerçants, car la richesse d'une ville de centralité, d'une ville moyenne comme Louviers, eh bien, c'est d'avoir plusieurs centaines de commerces de proximité qui proposent des services, des animations, des activités. Et puis, le troisième volet, c'est cette fameuse démocratie participative, cette volonté qu'ont les citoyens de s'engager, mais encore faut-il leur donner les outils pour le faire. Et pour bien préparer une réunion de quartier, eh bien, c'est bien de pouvoir consulter, de pouvoir permettre aux habitants de donner leur avis, de faire des contributions positives. On peut vraiment concevoir cette démocratie de proximité participative comme apportant une valeur ajoutée positive à l'élaboration des grands projets municipaux. Les utilisateurs de cette plateforme, c'est les Lovériens et peut-être aussi des gens qui habitent autour de Louviers, dans son agglomération. En fait, sur cette plateforme, la ville, évidemment, mettra ses activités, ce qui est organisé dans ses différents services, mais en fait, la ville est au même niveau que les habitants, les associations, les commerçants. Il s'agit vraiment d'un projet horizontal. Ce qu'on attend de cette plateforme, c'est avant tout d'aider les citoyens à développer ce qu'on appelle le pouvoir d'agir, en fait, de leur donner le pouvoir d'être acteurs de leur ville. C'est un moyen de communication supplémentaire en direction du public. On organise énormément de choses à Louviers et le public n'est pas forcément informé. Et en fait, cette plateforme, ça va être un catalyseur d'information. Il y a d'abord la simplicité d'utilisation. Cette plateforme, elle doit correspondre à tous les types d'habitants, qu'ils soient à l'aise ou non avec le numérique, qu'ils soient jeunes ou âgés. Et le deuxième facteur, c'est évidemment l'habitant, car c'est lui qui va lui donner son contenu. On est plutôt dans une recherche qualitative que quantitative. Si on peut créer du lien social, de l'entraide à Louviers grâce à cette plateforme, ce sera ça le marqueur de notre réussite. Il était tout à fait naturel pour la ville de Louviers de créer ce partenariat avec Orange parce que Orange nous accompagne dans le cadre du programme Action Cœur de Ville et nous avions souhaité vraiment apporter une valeur ajoutée, développer un projet innovant qui puisse servir aussi à d'autres villes du programme Action Cœur de Ville. Ce projet, il a bénéficié également d'un soutien financier important dans le cadre du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire qui a permis sa réalisation dans un délai rapide. Le mot qui pourrait définir les mois de travail qu'on a effectués avec Orange, c'est vraiment celui de collaboration. On a fait plus d'une dizaine d'ateliers au cours desquels on a inclus des habitants pour vraiment coller au plus près de leurs besoins.
j'aimelouviers.fr. C'est une initiative originale entre la ville de Louviers et Orange, mais qui a vocation à pouvoir être dupliquée dans l'ensemble des 222 villes du réseau Action Cœur de Ville. Un bel exemple d'innovation technologique, mais qui surtout, dans ce contexte de pandémie et de sortie de crise, eh bien, remet l'humain au centre du jeu. Alors, avec ce témoignage, hein, ça nous permet justement de revenir et de la problématique très concrète, hein, de la ville. Et ce qui est intéressant ici, et après je vais très vite donner la parole à Olivier, c'est la variété des approches qui sont adressées au sein de la ville de Louviers, donc des dispositifs peut-être que vous connaissez, et finalement une approche aussi très originale et qui se veut inspirante et que nous trouvons effectivement très inspirante. Donc avant de donner la parole à Olivier, une question à nouveau qu'on souhaite partager avec vous et qu'on souhaite vous soumettre surtout, c'est savoir si vous avez déjà entrepris ou si vous envisagez d'entreprendre une démarche de participation citoyenne, à l'instar, hein, de ce qui est mis en place et du témoignage apporté par la ville de Louviers ou tout autre dispositif de participation citoyenne, ou en tout cas avec cet objectif d'engager le citoyen aux décisions et de le faire contribuer aux décisions sur votre territoire. Alors, je vous propose d'y répondre et on va avancer dans le déroulé. Je vais immédiatement donner la parole à Olivier et j'essaierai d'y revenir. On vous laisse le temps d'y répondre. Donc, Olivier, je te propose de nous partager et on verra après quelles sont les réponses. On voit quand même qu'il y a une majorité de oui en réflexion. Donc, bon, ça nous conforte dans la conviction que c'est un sujet important. Et Guillaume nous disait, c'est une attente des citoyens. Donc, Olivier, quels sont les dispositifs que nous, en tout cas, sur lesquels nous sommes engagés, que nous observons et surtout les enjeux de mise en œuvre. Merci Sabrina. Bonjour à tous. Effectivement, je vais vous parler de la participation citoyenne et des différents dispositifs qu'on rencontre, puisqu'on rencontre un nombre croissant de projets traitant de cette thématique. On va distinguer deux grandes familles de types de participation. Si tu veux bien passer, Sabrina. Le premier type de participation qu'on rencontre, c'est la plus classique, entre guillemets, c'est la participation qui est dite plutôt verticale, où la collectivité va interroger les citoyens, va solliciter les citoyens pour avoir un avis, des idées, des projets pour alimenter les décisions publiques. Donc, on retrouve dans ces typologies de participation les budgets participatifs, les consultations, les interpellations citoyennes, des dispositifs plutôt classiques dans la démocratie participative, et puis d'autres un peu plus sur mesure, comme des boîtes à idées, des sondages, des appels à projets, qui peuvent être articulés dans une seule et même plateforme. La plupart du temps, les collectivités s'adressent à des citoyens, voire à des groupes de citoyens, dans le cas de projets un peu plus conséquents. La collectivité peut aussi interroger des entreprises, des associations dans certains cas. Vous voyez également que collectivité est au pluriel dans le schéma. C'est une tendance qu'on voit émerger, qui est la mise en place de plateformes de territoires qui peuvent regrouper plusieurs communes. L'exemple typique, c'est une agglomération et ses communes qui montent une plateforme pour pouvoir mettre à disposition des participations qui vont concerner tout un territoire, ce qui va avoir comme bénéfice de rendre un peu plus lisible par le citoyen et d'avoir vraiment l'offre exhaustive des participations sur le territoire, et éventuellement pouvoir avoir des participations qui vont couvrir plusieurs collectivités, plusieurs zones géographiques. Cette mutualisation des plateformes, c'est un élément intéressant qui résonne avec ce que disait Paul-Émile tout à l'heure, c'est qu'en gestion de la relation usagée, on retrouve également ce genre de logique où certaines collectivités, des départements, des agglomérations vont être amenées à mutualiser les plateformes pour pouvoir en faire bénéficier plusieurs communes. Donc le premier type de participation, voilà, plutôt verticale, participation dite assez classique. On voit aussi émerger depuis quelques temps les participations plutôt horizontales, où là la collectivité n'a plus un rôle central dans l'interaction. Elle va mettre à disposition des outils qui vont pouvoir être utilisés par les différents acteurs de la collectivité
sans forcément passer par celle-ci. Donc, un exemple qui a eu vraiment un retentissement important avec la crise sanitaire, c'est tout ce qui est entraide, où là, on retrouve des fonctionnalités d'offres, de demandes d'entraide liées à la crise sanitaire, notamment. On retrouve aussi des fonctionnalités qui ont trait à la vie locale, comme le disait la ville de Louviers tout à l'heure, pour justement mettre en relation des commerçants, des citoyens, des associations, éventuellement via des offres de bénévolat, par exemple. On a aussi des solutions qui sont plutôt axées sur la solidarité et l'insertion avec une initiative qui s'appelle Mine d'Info, qui a été déployée dans le nord de la France, notamment à Douai, qui permet à un citoyen d'être mis en relation avec les structures qui peuvent l'accompagner. Et puis, toutes ces initiatives de participation horizontale et verticale se retrouvent, comme on l'a vu à l'instant, dans le projet de la ville de Louviers, qui est le premier exemple de plateforme qui permet de réunir toutes ces participations. Donc voilà pour un panorama des formes de participation qu'on rencontre aujourd'hui dans nos projets. Maintenant, on aimerait parler des enjeux, des conditions de réussite de ces projets. Et pour cela, je vais laisser la parole à Antoine Bézard, qui va nous parler plus particulièrement des participations liées au budget participatif. Merci Olivier. Depuis plusieurs années, on assiste chez les citoyens à une volonté d'être davantage associés à d'élire au moment des élections municipales tous les 6 ans leurs représentants. Il y a une volonté de développer non seulement une démocratie qui soit plus continue, mais aussi une démocratie qui soit plus décisive quelque part. Et on a de nombreux outils qui se sont développés. Bien sûr, il y a les consultations, il y a les concertations, quand il s'agit de parler d'un projet de la collectivité. Puis il y a aussi des outils qui font remonter des idées depuis le terrain. Des idées généralement très concrètes, qui sont attendues par les citoyens. Et l'outil le plus efficace, c'est le budget participatif. On a vu dans le mandat 2014-2020 un développement quasi exponentiel du nombre de budgets participatifs. Il faut savoir qu'il y avait 7 budgets participatifs en 2014. En 2020, il y en avait 170. Et aujourd'hui, on est autour de 350 à 400. Le budget participatif, c'est un outil qui est d'usage assez facile à mettre en œuvre. On a d'une part l'idée d'allouer un montant aux citoyens. Ensuite, les citoyens vont proposer des idées pour leur collectivité. Les idées qui sont réalisables vont être soumises à leur vote. Et une fois que les habitants auront voté pour les idées qui leur paraissent les plus pertinentes pour leur collectivité, eh bien, ce seront aux élus de les mettre en œuvre. Finalement, le budget participatif, c'est un contrat, c'est un engagement que vous passez avec les citoyens. Vous donnez votre confiance aux citoyens pour qu'ils soient en mesure de proposer des idées et vous allez les réaliser. Cet engagement, c'est un engagement de toute la collectivité. Ce n'est pas simplement l'engagement de la démocratie locale ou de quelques élus. C'est les idées que vous allez recueillir à travers le budget participatif. Elles vont concerner aussi bien l'aménagement, l'espace vert, la voirie, les sports, la culture, la petite enfance, l'éducation, bref, tous les secteurs d'une collectivité. Et c'est pour ça qu'il faut penser cette démarche en amont et la penser de manière transversale. Il faut s'organiser, il faut former ses équipes, s'outiller aussi, bien entendu, pour avoir une interface avec les citoyens, mais aussi être en mesure d'animer des ateliers pour pouvoir donner la parole à des citoyens qui n'ont pas forcément d'idées, qui ne sont pas forcément capables de les formuler. Et pour tout ça, ça peut être intéressant d'être accompagné. On apprend aussi beaucoup à travers ces projets. On apprend sur quelles sont les idées des citoyens, on apprend aussi quelles sont leurs aspirations, et puis parfois les manquements qu'on a, les angles morts de notre politique et de nos politiques, parce que tout simplement, on n'est pas dans une démarche où on va imposer un thème et on va demander des idées pour nous aider. On va proposer aux citoyens d'apporter leurs propres idées. Et là, ça ouvre aussi des perspectives. Il y a un point aussi qui est très important. On parle de confiance. Le budget participatif, il n'y aurait rien de pire que de faire un budget participatif qui ne donnerait pas confiance aux citoyens, mais qui alimenterait une forme de défiance. La confiance, ce n'est pas acquis, vous le savez. Il faut donner des gages, et ces gages, on les donne à travers la transparence. Cette transparence, elle va s'exprimer à la fois par un cadrage de la démarche qui soit au-dessus de tout soupçon, et également qui permette à tous les citoyens de voir à chaque étape que la collectivité respecte ses engagements. Proposer un cadrage qui soit clair aux citoyens,
être transparent dans la démarche, associer les services pour les aider à s'acculturer aussi à toutes ces démarches de participation citoyenne, sont 3 enjeux très importants de toutes les démarches participatives. Le budget participatif, c'est une manière d'entrer souvent pour les collectivités dans une ville qui soit plus ouverte, qui associe davantage les citoyens, une attente qu'ils ont. Eh bien, c'est une manière concrète de le faire. Après, l'idée, c'est d'aller plus loin, évidemment, avec des parcours citoyens qui permettent à la fois d'être associés à des politiques en particulier, ou au contraire, de se projeter vers un avenir commun avec tous les habitants. Merci Sabrina. Je vais compléter le propos d'Antoine sur ces enjeux de stratégie et d'organisation avec d'autres enjeux qui sont liés aussi aux solutions qu'on déploie. Le premier enjeu, c'est vraiment d'adapter l'outil, les plateformes qu'on déploie au contexte. Donc ça peut être le territoire, son organisation, ça peut être l'actualité. La crise sanitaire a beaucoup joué là-dessus. Mais vraiment de s'adapter à ce contexte-là, s'adapter aux besoins des habitants, en faisant idéalement des ateliers avec les habitants, de co-construire les solutions comme cela a été fait avec la ville de Louviers pour vraiment être sûr de répondre à un besoin et de déployer quelque chose qui sera utilisé. Le fait d'inclure les habitants, ça nous approche d'un deuxième sujet qui est vraiment primordial, c'est l'inclusion numérique. Puisque un des enjeux de ces plateformes-là, c'est qu'elles soient utilisées par le plus grand nombre, puisqu'à partir du moment où le plus grand nombre l'utilise, on peut avoir une meilleure représentativité possible dans les personnes qui vont proposer des idées, qui vont répondre à des consultations. Donc l'inclusion numérique est vraiment, vraiment primordiale. Ça passe d'une part par la technique, il faut que la plateforme soit facile d'accès, facile d'utilisation, qu'elle fonctionne sur tous les supports, notamment mobile, ordinateur et autres. Ça passe aussi par les contenus. Il faut que tous les contenus qui permettent à la collectivité de mettre en ligne ses participations, ses consultations soient les plus pédagogiques, les plus clairs possibles, pour que chacun puisse bien comprendre agir, quand est-ce qu'il peut agir. Et puis, c'est vraiment aussi important d'articuler tous les événements qui ont lieu, qui sont déjà présents dans la collectivité, comme des réunions de quartier, des choses comme ça, et cette plateforme numérique, puisque ce qu'on observe, c'est que l'outil numérique ne remplace pas tout ce qui existe aujourd'hui en présentiel, mais vient plutôt s'ajouter. Donc, il est vraiment très important de ne pas enlever le présentiel, mais plutôt d'articuler les deux au mieux. Enfin, par rapport à ces plateformes-là, un des autres enjeux est vraiment le côté technique de la plateforme qui se doit d'être respectueux des réglementations et des standards. On pense à la protection des données personnelles, à l'accessibilité numérique, à la sécurité, qui sont des contraintes bien connues. En ce moment, on parle aussi beaucoup de l'impact environnemental du numérique, de l'éco-conception. Donc, il y a vraiment un enjeu pour ces plateformes-là d'être respectueuses de ces standards-là, et c'est ce qui va aussi les différencier des autres solutions qui peuvent être utilisées jusqu'à maintenant, comme les réseaux sociaux, par exemple, qui peuvent ne pas respecter ces données-là, et notamment sur la protection des données. Enfin, comme l'a évoqué Antoine, il est important, avec la mise en place de ces plateformes-là, de mettre en adéquation l'organisation qui est adéquate dans la collectivité pour à la fois construire ces plateformes-là, les alimenter au fil du temps, et puis faire vivre les participations, instruire les idées, les projets, et faire en sorte que les citoyens soient justement en confiance dans l'utilisation de ces plateformes-là, et que les politiques publiques puissent être alimentées par tout ce qui va pouvoir en résulter. Merci Olivier. Alors, il est 14h49. Nous avons commencé à vous répondre sur le chat pour certaines questions posées. Je vous propose peut-être de prendre question qui est arrivée sur le chat, effectivement, sur le sujet que tu viens d'évoquer, Olivier.
la question posée est celle des processus des budgets participatifs et la difficulté ou l'enjeu, donc le terme utilisé, sont parfois frustrants. Je vais le citer parce que c'est significatif. Et l'enjeu étant de la remontée parfois des citoyens, l'expression des projets par les citoyens est pas toujours lisible, significative ou claire ou construite. Les termes qui sont utilisés, c'est trop vague ou difficile à mettre en œuvre. Donc quelle réponse on peut leur apporter, quels conseils et justement comment on traite cette question et cette problématique quand on s'engage dans cette démarche. Oui, effectivement, c'est une des grandes problématiques. Quand la collectivité va mettre en place un budget participatif, on va avoir énormément de types de populations qui vont participer. On peut avoir des personnes qui ont des projets très, très construits. On peut avoir des personnes qui ont des idées vagues. Dans tous les budgets participatifs, on a forcément une phase de qualification des projets qui est assez conséquente, où les services de la collectivité vont se saisir de ce qui a été alimenté par les citoyens. Il va y avoir peut-être une reformulation, un travail avec le citoyen, entre le service de la ville et les citoyens en direct, pour justement structurer ce projet-là, éventuellement fusionner des initiatives qui pourraient être similaires, puisque très souvent on a des projets qui se ressemblent. Donc voilà, faire en sorte qu'on n'ait pas 5-6 projets qui parlent de la même chose, mais plutôt qu'on fasse travailler ensemble les citoyens. Ça fait partie du travail de ce qu'on appelle d'instruction des propositions des citoyens, qui peut être chronophage en fonction du nombre de projets à traiter. C'est pas une phase à minimiser. C'est vraiment une condition de réussite du budget participatif. Merci. Et effectivement, ces outils permettent dans la durée en fait d'en capitaliser et d'identifier des projets significatifs et intéressant pour la collectivité. Donc, je te remercie, Olivier, de cette réponse. Je vous propose de conclure notre session, notre webinaire. Merci, donc merci Guillaume, Olivier et Paul-Émile pour le partage et les éléments que vous nous avez apportés cet après-midi. Merci à tous les participants. Donc, je vous rappelle que si nous n'avons pas pu prendre vos questions, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse qui s'affiche à votre écran, smartcities@orange.com. Le replay sera bientôt disponible également sur la plateforme et je conclurai en disant que nos équipes d'Orange Business Services restent bien évidemment à votre disposition et à votre écoute, justement pour regarder avec vous les questionnements, les problématiques que vous rencontrez et étudier les meilleures pistes d'amélioration selon votre contexte et vos objectifs. Merci à tous, merci à vous trois et je dis à bientôt sur de prochaines prises de parole. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.